Alors ce soir, nous avons l'honneur et l'avantage, n'est-ce pas, d'accueillir mon collègue Gary Turunk, mon collègue de l'université ex-Bordeaux 4, n'est-ce pas, puisque maintenant nous sommes tous université de Bordeaux, et qui va nous parler. Il se présentera, je crois, un peu plus en détail lui-même. Il va nous parler de la Turquie, empire d'hier et pays émergent de demain, avec un point d'interrogation. Et j'espère que, pour nous tous, il lèvera cette interrogation. Donc, je lui passe la parole. Voilà. Merci Bernard. Oui, d'abord, je dois remercier en premier lieu les organisateurs de cette soirée. Bien sûr, à toi Bernard, merci de m'avoir donné cette occasion. Je dois également remercier les amis ici présents. Certains d'entre eux, je les avais pas vus depuis certain temps, comme je t'ai dit de les revoir. Et je remercie également d'autres personnes que je ne connais pas et qui sont ici présentes. Merci encore une fois de votre présence. Quelques mots dessus, puisque tu m'as mis sur la piste, Bernard, pour la présentation. Pour être court, je suis arrivé en France à la fin des années 60. J'ai commencé mes études pas trop loin d'ici à la fac des sciences, en 69. Après, je suis allé un peu plus en sciences économiques et passé un doctorat de panache entre deux disciplines, économie et maths, mathématiques appliquées et l'économie. Et après avoir passé mon doctorat, donc, on m'a pris comme chargé d'aider à la faculté de sciences économiques que j'ai passé. Et après, comme assistant et ensuite comme maître de conférence. Et passé une trentaine d'années de ma vie professionnelle à l'université, comme disait Bernard, ex-Bordeaux 4. Maintenant, il n'y a pas cette distinction puisqu'on ne parle que de l'université de Bordeaux dans laquelle pratiquement les 3 ou 4 universités sont réunies, comme vous le savez, excepté peut-être celle de Bordeaux 3, je pense qu'elles ne sont pas encore, et celle de l'UEP peut-être aussi. Passé ma vie professionnelle pendant une trentaine d'années au service de mon pays d'accueil, qui est celle de la France. J'ai eu l'occasion également, pendant ma vie professionnelle, d'aller passer quelques années à l'université de Galatasaray d'Istanbul. Ce qui m'a permis également de rendre service un petit peu indirectement à mon pays d'origine, puisque j'étais amené également à assurer des enseignements pendant 3-4 ans à l'université d'Istanbul, à l'université de Galatasaray d'Istanbul. Et ensuite, je suis revenu. Je dois dire que je suis parti à l'université d'Istanbul. C'est une université francophone, peut-être vous le savez, qui était fondée par François Mitterrand en 1994, il y a plus de 20 ans d'années. C'est une université francophone, donc en partie financée par la France. C'est grâce aux fonds envoyés par la France et des enseignants qui sont envoyés par la France que cette université fonctionne. Donc, les enseignements sont assurés à 50%, à moitié en langue française. Et moi, je suis parti comme citoyen, non pas turc, mais citoyen français, puisque j'ai une double nationalité. Et j'ai enseigné encore une fois pendant 3 ou 4 ans en français, bien sûr, les enseignements que j'assurais ici dans l'université, mais bon, je suis revenu. Et il y a 2 ans, l'âge avançant et les cheveux disparaissant, devenant blancs, j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. J'essaye de garder certaines activités pour ne pas s'ennuyer. Et Bernard m'a donné l'occasion pour faire une exposé sur mon pays d'origine. Vous savez, maintenant on en parle beaucoup de ce pays. Et je dois dire que c'est devient, surtout dans le temps qui court, difficile, de plus en plus difficile de pouvoir faire un exposé sur ce pays, puisque
suivez les informations locales et même au niveau international. Ne serait-ce que hier ou avant-hier, vous savez peut-être que notre consulat à Bordeaux était l'objet d'attaques venant des organisations reconnues comme terroristes, etc. C'est dire qu'il y a une tension qui règne, parce que dans le pays, dans l'est du pays, la communauté turque vivent en grande majorité, je vais revenir dans mes exposés, il y a une guerre civile en quelque sorte dans cette partie de la Turquie, donc il y a une répartition directe au niveau des communautés turques ici présentes, à Bordeaux, et en France et en Europe en général, puisque parmi ces communautés turques, vous savez, il y a une part importante qui sont d'origine kurde, qui fait que, voyant ce qui se passe dans leur village, là où ils sont partis, ils sont sensibilisés. Voilà, donc je vais, ceci étant dit, petite présentation, je pense qu'on peut aborder les sujets, puisque le temps qui nous est imparti apparemment, c'est bien déterminé, il faut aller le plus vite possible. Les titres de conférence, donc pays, la Turquie, empire d'hier, pays émergent de demain, c'est vrai que le point d'interrogation est important. Bernard il a soulevé, il a bien noté qu'il va falloir insister sur ce point d'interrogation, c'est est-ce qu'on doit le garder ou bien on doit le supprimer, je vais y revenir. D'abord, pour commencer, vous savez, si chaque pays, je dirais, a son destin propre, et il est des pays que le destin désigne en place pour un rôle déterminé. Et c'est le cas de la Turquie un petit peu, puisque vous savez, c'est une terre d'empire, c'est une terre de détroit, terre de lait et de relais, terre d'Occident, terre d'islam. C'est un pays charnière, c'est le pont entre l'Orient et l'Occident. Si sa situation lui a valu de connaître les mouvements de l'histoire, celui des civilisations qu'ils ont passées, ou qui sont rencontrées, vous savez que l'Anatolie est une creusée où se sont interpénétrées les cultures héritées de Mésopotamie, à savoir les Sumères, les Babyloniens, Assyriens, Hittites, et plein d'autres. Asie mineure a également été les foyers de la civilisation du vieux monde. On y rattache, vous savez, aussi bien Homère que Héroclite d'Éphèse, et puis le plus grand pré-socratique. Vous savez que les civilisations latines, pied était aussi du côté d'Anatolie, pas seulement du côté d'Athènes. Le Pythagore et plein d'autres se sont trouvés du côté de l'Anatolie. C'est également à partir de cette Anatolie que l'Empire romain, que la chrétienté a pris son essor, que Saint Paul a rédigé ses épîtres. C'est sous ces terres également que, selon les légendes, Marie, mère de Jésus, a achevé ses jours. C'est à partir de ces terres que l'enseignement de Jésus s'est transformé en message universel. C'est dire qu'il y a eu plusieurs civilisations qui ont passé, les chrétienté, les Romains, et puis enfin, à la fin, les Turcs, qui vont arriver sur ces terres et ils vont façonner à leur façon. Et donc, c'est l'objet de notre débat d'aujourd'hui. Je vais essayer d'abord de dire quelques mots au niveau d'arrivée de Ottomans. Ils s'installent et ils vont s'étendre, ils vont s'endormir et laisser place à la République d'aujourd'hui avec Mustafa Kemal, Atatürk. En troisième point, je vais voir le début de la Turquie
Turquie moderne, hein, c'est le plus rapidement possible. Ensuite, j'ai abordé le point de la Turquie orphelin à la Turquie, puissance régionale au pivot géopolitique, c'est qui rejoint un petit peu notre sujet. Est-ce qu'il sera une puissance régionale? Est-ce qu'il était? Est-ce qu'il a toujours cette ambition? On va le voir. Vous savez que la Turquie également, c'est un pays du transit de toutes les pétrole ou de gaz. Hein. Donc il va falloir également que je puisse dire quelques mots sur ces aspects des choses. Et ensuite, au niveau de relations entre la Turquie et l'Union européenne, est terminé avec les relations entre la France, les relations franco-turques. Première fois, donc les Ottomans installent ces temps. Les Turcs sont entrés dans l'islam au IXe siècle. Ils étaient islamisés par les Arabes au IXe siècle. Hein. Ils ont commencé par fonder leur premier embryon État dans l'Afghanistan actuel. Et ensuite, c'est l'empire de Selçukide au XIe siècle. C'est à la fin du XIe siècle que les Selçuk ils vont s'installer de ce côté-là, comme vous voyez ici, de côté d'Anatolie. Hein. Et ce sera la première État turc, si je dirais, c'est Anadolu Selçukluları. En 1971, mes compatriotes qui connaissent l'histoire, c'est à partir de 1071, je pense, avec la guerre, le combat de Malazgirt, je pense, que commence à prendre place ici en Anatolie. Ensuite, c'est l'Empire ottoman qui va s'installer en Anatolie et qui va bien sûr s'élargir. Voilà la carte de l'Empire ottoman à la fin du XVIIe siècle. Et puis les sultans, toujours, ils vont commencer à s'endormir, enfin, exterminer les frères, les cousins entre eux, et donc petit à petit, on va arriver à ce qu'on appelle l'homme malade de l'Europe, et avec la guerre de Russie en 1878, et avec la guerre des Balkans, la Turquie l'Empire ottoman va prendre fin pour laisser la place à la Turquie, au début de la Turquie d'aujourd'hui. C'est le deuxième point, l'Empire ottoman laisse place donc au chemin idéologique de Mustafa Kemal. Il faut savoir qu'en 1919, la situation était totalement désespérée pour les Turcs. Pour vous montrer la situation après le traité des Chèvres, voilà ce qui est resté pour la Turquie de l'époque. Donc, d'un côté, c'était les Grecs qui avaient pris place, si je veux dire, de ce côté-là. Ici, c'était les Russes, ici les Anglais, et tout ce qui est de côté de la Syrie d'aujourd'hui, la Sicile qu'on appelle, c'était la France et les Italiens de côté sud de la Turquie d'aujourd'hui. Donc, c'est à partir de cet état de choses que les guerres d'indépendance, que ça va commencer par Atatürk pour reconquérir la terre et arriver à la Turquie d'aujourd'hui avec le traité de Lausanne de 1923. Et deux objectifs étaient fixés par Atatürk. D'abord, au début de la République, n'est-ce pas? Quand il va créer la République, deux objectifs s'étaient fixés. D'abord, turquifier, et ensuite, moderniser. Qu'est-ce qu'on entend par turquifier? C'est-à-dire confirmer la primauté anatolienne. Atatürk va essayer à une réécriture de l'histoire de l'Asie mineure, destinée à faire le plateau anatolien l'un des berceaux originaires du peuple turc. Bien avant les Grecs, bien avant les Romains et les chrétiens. Pour cela, il va initier une commission d'histoire turque qui tente de démontrer la parenté entre les Turcs modernes et les
Hittites, les Sumériens et les autres civilisations proto-historiques de l'Anatolie et du Moyen-Orient. Ces investigations ont été fondées sur une théorie, des théories un petit peu délirantes, il faut dire, c'est la théorie de la langue soleil, qui faisait du turc la langue à l'origine de tous les groupes linguistiques, donc a affirmé le droit des Turcs à revendiquer les primautés sur ces terres. Le deuxième point, c'était, objectif fixé par l'Atatürk, c'était moderniser, c'est-à-dire occidentaliser. On peut distinguer à ce niveau 4 fois, pour être rapide. D'abord, premier point, obliger les Turcs de porter un nom de famille. Deuxième point, c'est l'organisation des systèmes scolaires inspirés de l'école européenne, et notamment français, si on fait référence à lycée de Galatasaray, donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'université, parce qu'avant il n'y avait pas d'université, mais il y avait les lycées qui étaient fondés sous Napoléon, en 1830, je pense, 60, pardon. Le troisième réforme, axe des réformes, c'était l'adoption des caractères latins, et enfin, très important, la laïcisation, un petit peu à la française. Voilà les 4 points quand on parle d'occidentalisation ou modernisation proposée par la Turquie. Les débuts de la Turquie moderne. La République de la Turquie, née bien sûr en 1923, aux marges d'une Europe en convulsion, elle était restée neutre jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, elle va chercher des alliés à l'Alliance Atlantique. La Turquie va adhérer à la doctrine Truman, va bénéficier bien sûr des plans Marshall et va rentrer en Conseil d'Europe et est membre de l'OTAN en 1952. Afin de se protéger de son puissant voisin communiste, l'Union soviétique, et contre les milieux islamistes, bien sûr, elle a choisi de s'allier donc à l'Occident des années 50. Aussi, son rôle était de jouer un petit peu le gendarme vis-à-vis de l'Union soviétique, défendre l'Alliance, être le gendarme de l'Alliance Atlantique, le rôle qui, moi, on l'avait proposé, indiqué. Avec l'encouragement des alliés, notamment des États-Unis, le régime kémaliste a entamé deux virages qui ont amorcé le début de son déclin, il faut dire. De quoi il s'agit? Adopter un régime multiparti, indispensable d'un point de vue démocratique, libéral, et puis, surtout, lâcher les prix de hauts religieux. Et c'est ce deuxième point sur ce dernier point, que les grands stratèges occidentaux, je dirais, vont être perdants. Pourquoi? Parce que c'est donner l'occasion aussi d'entrer dans le monde politique de l'islam. Jusqu'à 1950, il y avait qu'un seul parti. À partir de 1950, il va y avoir un multipartisme. Donc, et la première élection qu'il y a eu, donc, il y a eu le triomphe du Parti démocrate, dans lesquels il y avait des composants religieux assez importants. Et depuis lors, ces jeunes démocraties turques ont été, je dirais, parasitées par le conflit entre les partisans de laïcité et les partisans des religieux ou de proches des milieux religieux. À certains partis islamistes qui commençaient à prendre d'importance dans le milieu politique ou dans les paysages politiques, ont été interdits par le haute cour à plusieurs reprises pour cause d'activités contraires à la laïcité constitutionnelle, sur quoi il s'est basé pour pouvoir interdire ces partis. Ou bien, il y a eu à plusieurs reprises de coups d'État pour les militaires, ils jouaient, c'était leur rôle, ils considéraient que c'était leur rôle, que chaque fois que les laïcités étaient mises en cause, ils intervenaient avec un coup militaire, ça à plusieurs reprises,
Le premier coup d'État, c'était en 1960, 10 ans après en 70 et enfin en 80, donc pratiquement avec une périodicité de 10 ans, il y avait régulièrement de coups d'État, c'était l'armée qui intervenait chaque fois qu'elle considérait qu'il y avait mise en cause de la laïcité dans le pays. Et enfin, la guerre froide va libérer les potentiels diplomaties turcs jusqu'à la était un petit peu sur le défensif. Il va s'affirmer progressivement comme une puissance autonome. Et c'est la Turquie orphelin à la Turquie de puissance régionale. Elle est censée être puissance régionale, donc il va falloir que je puisse vous parler maintenant. La fin des guerres froides va laisser la Turquie orphelin. Elle n'est plus pour les États-Unis indispensable sur le front soviétique, puisque l'éclatement de l'Union soviétique, et la Turquie n'était pas prise dans l'élargissement qu'il y a eu en 2004, les 10 pays qui étaient intégrés, donc il était un petit peu orphelin de deux côtés. Pourtant, à la fin de cette bipolarité Est-Ouest, va lui permettre de déployer l'ambition régionale la plus élaborée. De quoi il s'agit? D'abord, les disparitions de l'Union soviétique va mettre à mal la stabilité régionale, car va ouvrir la voie à l'indépendance des républiques du Caucase et d'Asie centrale. Et les menaces se précisent dès 1991, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet de Haut-Karabakh. Gel des relations qui existent avec l'Arménie à peine indépendantes. Participation à la coalition anti-Saddam lors de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 90-91, la Turquie, bien sûr, va accueillir, comme elle le fait maintenant, pas mal de réfugiés venant de l'Irak, notamment des réfugiés kurdes. Au cours de ces périodes également, il y a l'économie se libéralise avec le président Turgut. Ça commence dès les années 80, après le coup d'État, donc en 83, je pense, l'armée a laissé le pouvoir aux partis politiques et Turgut va commencer à libéraliser l'économie. Il y a eu également un rapprochement entre Israël, avec qui elle établit en 1996 une coopération stratégique comportant un aspect important, un aspect militaire. C'est à partir de l'année 2000 que la Turquie surmonte ses crises et ses peurs pour se doter d'un destin régional. La première tournant va être prise le 11 septembre, l'événement du 11 septembre 2001, qui impose aux États-Unis une grille de lecture tout à fait de choc sur l'aspect de l'aspiration du monde de Samuel Huntington, c'est-à-dire le choc des civilisations. L'Amérique va déclarer la guerre pour capturer Baladen. Et bien sûr, la Turquie va jouer dans cette rôle central, dans cet aspect. Elle était alliée musulman, qui incarne la compatibilité entre islam et démocratie. Donc, les États-Unis vont utiliser la Turquie comme un pion, en quelque sorte, dans ce conflit. Le 3 novembre, une date importante en Turquie, 2002, va arriver le nouvel parti, l'AKP, qui est parti de la justice et qui sont au pouvoir d'ailleurs jusqu'à maintenant. Ils sont arrivés en 2002, vous voyez, donc ça fait 14 ans qu'ils sont toujours au pouvoir. Les prises de pouvoir Erdogan et d'AKP va permettre un retour à l'islam, en quelque sorte. L'islam revient au sein de l'identité turque. Elle acte en fait une convergence sociologique et qui a force d'évidence démographique, parce que vous savez que la plupart des populations sont traditionnalistes, et donc sont imprégnées par les dimensions religieuses. Donc, c'est ce que j'appelle convergence sociologique qui a force d'évidence démographique. Et cette volonté d'idylée de revanche du milieu traditionnaliste qui a été marginalisé par le kémalisme, ils vont en quelque sorte prendre revanche à travers ce parti.
pour affirmer, comme il disait Olivier Roy, l'AKP espère un retour refoulé. Le fondamentalisme sunnite devient la religion constitutive de la turquité, comme hier c'était l'intégrisme laïciste. La Turquie laïciste et militaire de la guerre froide va en quelque sorte pencher de côté d'une ambition nord-ottomane. C'est ainsi que l'exception turque est devenue un paradoxe turc. Au fur et à mesure que ce pays se démocratise, elle a assisté au triomphe de l'islamisme et au recul de la laïcité, ce qui est les périodes qu'on est en train de vivre encore une fois depuis une dizaine d'années, depuis 14 ans avec ce parti-là. Parallèlement à son entreprise, l'islamisation de la société, Erdogan a voulu établir la Turquie comme une puissance internationale conduisant une politique autonome d'influence. Celle-ci va être désormais automatisée et rentrer pleinement dans la mondialisation. C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères Davutoglu, aujourd'hui le Premier ministre, qui va s'en charger de cette politique. Sa pensée apparaît comme un mélange de nationalisme révisité, d'islamisation et de non-alignement. Sa thèse de doctorat établit une comparaison entre une vision islamique et une vision occidentale du système international, présenté comme ce qu'il appelait paradigme alternatif. Son essai Profondeur stratégique redonne le monde autour de la Turquie, prenant une politique à 380 degrés qui permettra la diffusion d'une influence turque par le soft pauvre, d'abord dans son environnement immédiat, ce qu'on appelle zéro problème avec nos voisins, avec les voisins, et puis au-delà, la Turquie entend se faire place parmi les grands. La diplomatie turque mobilise de nouveaux moyens, l'économie bien sûr au premier plan, avec de nouvelles entreprises, les tigres, un atelier qu'on appelle, qui exportent un peu partout dans le monde. Des accords de libre-échange et de libre circulation sont signés avec plusieurs pays du Proche-Orient. La coopération avec l'Iran s'est intensifiée, même que la relation économique avec Israël. La société civile va être fort une structure diplomatique étoffée et modernisée. La Turquie aujourd'hui compte 222 ambassades. Vous savez que dans le monde, il doit y avoir 220 pays, je pense. Donc, même pas, moins peut-être. On trouve le consulat de Bordeaux, ça date de 2 ans. Il y a cette volonté de pouvoir créer des antennes diplomatiques un peu partout dans le monde. C'était une politique délibérée. Elle affirme aussi sa présence dans les institutions internationales, notamment elle était au niveau de l'organisation de la conférence islamique, elle a présidé pendant un certain nombre d'années, elle était présente au Conseil de sécurité à l'ONU, où elle a occupé un siège non permanent de 2009 à 2010. La communication extérieure est bien maîtrisée, tant sur le plan officiel via l'exportation de produits culturels, ce qu'on appelle les séries télévisées turques. Ces séries télévisées turques sont très connues dans le monde arabe. Ils regardent continuellement ces séries qui viennent de la Turquie. À cet égard, le succès de l'hypothèse de modèle turc, on commence à parler de modèle turc au cours de ces années-là, depuis le début du printemps arabe, montre à quel point la Turquie a amélioré son image, notamment au Moyen-Orient. Engagée dans les négociations d'adhésion avec l'Union européenne, elle va satisfaire l'ensemble des réformes imposées par l'Union européenne pour pouvoir commencer ces négociations d'adhésion en 2005. Poursuite de réchauffement de relations avec la Grèce, commencé en 1999 avec
de tremblement de terre qu'il y a eu cette année, établissement de relations étroites et apaisées avec la Syrie, qui a lâché à cette époque-là PKK, et médiation avec Brésil pour résoudre le problème iranien, le problème nucléaire iranien, pour empêcher que le renforcement des sanctions occidentales contre l'Iran à cause des problèmes nucléaires. Elle était médiateur avec le Brésil, elle a essayé de l'être en tout cas. Signature de protocole diplomatique qui est l'ouverture de frontières avec l'Arménie, sauf que par la suite, bien sûr, il y a des problèmes avec le Karabakh et ceci a été interrompu. La Turquie fait même, en même temps, en 2008, office médiateur entre Israël et la Syrie. Toujours au cours de cette période, la Turquie regarde au-delà de son voisinage et s'intéresse à des régions avec lesquelles elle n'entendait jusqu'à là presque pas des relations. Il y a eu pas mal de suppressions de visas dans un certain nombre de pays. Puissance régionale incontestable, la Turquie va hésiter entre une attitude soft power, bon voisinage, moteur de développement économique et régional, porteuse d'un modèle de progression démocratique et modernité réconciliée avec l'islam, et un penchant pour hors power. Les révoltes arabes de 2011 sont une occasion de tester l'orientation d'envergure de la diplomatie turque. Celle-ci s'est montrée à cet égard assez peu réactive et plutôt très ambiguë au cours de ce qu'on appelle les révoltes arabes, le printemps arabe. La contradiction notamment est visible au niveau de Libye et Syrie encore plus, on va y revenir. Il y a plusieurs volte-face, le nom de la diplomatie turque. Le printemps arabe a libéré aussi un discours turc à coloration plus nettement religieuse. Bien sûr, si on peut se demander ici si le sunnisme n'est pas pour quelque chose. Concernant la Syrie, avec la détérioration des relations, c'est fait, je dirais, à une grande vitesse, vertigineuse. Au début, Erdogan s'est essayé de s'entendre avec Bachar Assad, il l'a appelé comme frère, mais par la suite, malheureusement, les relations sont complètement renversées. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, l'objectif qui était recherché par Erdogan et la politique turque, d'abord, au départ, Assad doit partir, qui a succédé ces dernières années, Assad devrait partir. Les deux pays, entre la Syrie et la Turquie, il y a une frontière commune de 920 km. La situation demeure très tendue avec, d'une part, un afflux de réfugiés. Vous savez, à peu près, il y a 2,5 millions de réfugiés. Aux frontières, la plupart, qui sont indiqués par le point en orange. La politique étrangère turque, aujourd'hui, il faut dire qu'il se trouve dans une situation d'impasse, alors que, comme essayé d'expliquer tout à l'heure, que ce pays a cherché de prétendre avoir des zéro problème avec ses voisins. Quand on fait les comptes aujourd'hui, tous les voisinages de pays posent problème, malheureusement. Relation avec les Kurdes, je vais revenir tout à l'heure. Relation avec les Syries, je vais en parler également, avec Daesh, et avec la Russie, bien sûr. Relation avec l'Arménie et même avec l'Union européenne. La grande partie, pour expliquer un petit peu ce qui se passe du côté de l'Est de la Turquie aujourd'hui, la grande partie d'explication de l'assaut contre les Kurdes est à rechercher de côté de la politique défaillante de la Turquie en Syrie. Je m'explique. La Turquie, au départ, a compté, je dirais, aux djihadistes. Elle était convaincue que les Daesh va finir par renverser
ce qui était attendu, ce qui souhaitait, va finir par renverser Assad. C'est pour ça que jusqu'à l'été dernier, elle n'est pas intervenue contre Daesh. Ankara n'est intervenue vraiment que commencé à partir de l'été dernier. Elle espérait encore fois que Assad va être renversé par les djihadistes. Par contre, les unités de protection du peuple kurdes, qu'on appelle, qui sont alliés avec PKK, et eux, ils ont fait la guerre avec Daesh et ils ont eu pas mal de succès ces dernières années, et qui fait que, si je reviens sur la carte précédente, une grande partie du territoire ont été repris par les combattants kurdes de ce côté-là, hein, aux frontières de la Syrie, et ici, sont dans la main repris par Daesh, les combattants kurdes, associés certainement avec PKK, ils ont pris une grande partie ici, et la Turquie est bien sûr commencé à avoir peur en disant que voilà, les Kurdes vont avoir leur indépendance, comme il y a eu en Irak, et que l'unité de la Turquie va être mise en cause. Ils ont fait avancer le champ de bataille kurde et syrien avec PKK, ont donné le moral, je dirais, à l'ensemble des peuples kurdes. Et il y a même au niveau international une certaine reconnaissance vis-à-vis de ce qui a été fait par les Kurdes de Syrie. La déclaration d'autonomie kurde syrienne commençait à faire peur les autorités turques, en premier lieu chez Erdogan. Les dirigeants turcs sont en effet, je dirais, tétanisés par un cauchemar d'une Turquie qui sera morcelée face à l'assaut de ces minorités. Soutenues par des forces étrangères, il y a ce qu'on appelle le syndrome des Sèvres. Je vous ai montré tout à l'heure la carte après le traité des Sèvres. Donc, il y a ce peur continuelle par les autorités turques que la Turquie va être dispatchée et morcelée. Mais si j'ose dire, si cela s'explique, je dirais que les méthodes ne justifient pas. Ainsi, plus le conflit dure, plus le risque d'impulsion nationale est grand dans ce pays. La société turque, aujourd'hui, est totalement polarisée, avec plusieurs failles. D'abord, failles ethniques entre les Turcs et les Kurdes. Il y a failles à caractère religieux entre sunnis et alevis. Et puis des failles à caractère politique, à savoir islamistes, kémalistes, ou ultranationalistes, ou gauche, marxistes. Donc, je n'entre pas dans le détail au niveau de cette polarisation, même du côté des mondes islam, comme du côté religieux, il y a une polarisation. Peut-être on reviendra dans les questions tout à l'heure. Donc, convaincu de son propre génie, notre président, fier d'avoir propulsé son pays au premier rang de la scène régionale, et d'avoir triplé le revenu, c'est vrai, il faut le dire. Le revenu par habitant, quand ils sont arrivés au pouvoir, était dans les $3 000 par tête, et aujourd'hui, c'est aux alentours de $10 000. De ce côté-là, il y a eu du succès, notamment au cours des premières années, au cours des 7-8 premières années, mais malheureusement, ces 3 ou 4 dernières années, 5 dernières années, on ne peut pas dire autant, puisque la croissance économique, c'est à peine 2 à 3%. 3% l'année dernière, je pense. Chose qui était complètement différente au cours de leur première arrivée. Quand ils sont arrivés au pouvoir, c'était un taux de croissance de 9% à 10% même. Après, la Chine était le taux de croissance le plus élevé qui était enregistré en Turquie. Mais
il se sent aussi qu'il est fragile et qu'il est prêt à tout pour, bien sûr, garder le pouvoir. Aujourd'hui, il est clair que l'ambition d'Erdogan est de faire retourner la Turquie à une sorte de régime pré-républicain, doublé d'un présidentialisme confinant, je dirais, à un petit califat. J'ai regardé dans la presse hier, avant-hier, voilà ce qu'on trouve dans le titre, Turquie égale Erdogan. C'était un collègue de l'Université d'Istanbul qui l'avait écrit. Il a passé par Berlin, Toronto, Washington, et l'impression du monde occidental, c'est que quand on parle de la Turquie, c'est Erdogan. Pour arriver à la deuxième partie, l'aspect stratégique important au niveau de transit des pétroles et des gaz, c'est un pays clé, encore une fois, des transits d'énergie vers le Balkan et l'ensemble de l'Europe occidentale. Comme vous voyez, la Turquie, par sa localisation géographique, est située vraiment, constitue une passerelle entre plusieurs mondes. D'abord, il y a le monde russe, en jaune ici à la carte, la République d'Asie centrale, le Moyen-Orient, la Méditerranée et l'Union soviétique, l'Union européenne en bleu. Et elle est entourée avec des pays qui sont producteurs de gaz ou bien de pétrole. Et qui fait que c'est un pays encore une fois de transit. Comme vous voyez, la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, l'Irak, tout ça, ce sont des producteurs de gaz ou bien de pétrole, et tout ça transite par la Turquie, comme on va voir tout de suite. Il y a plusieurs projets. Le premier projet, c'était de faire acheminer les pétroles à partir de Russie vers l'Europe, sous la mer, par un tuyau, en passant par la Bulgarie. Ceci était abandonné, ce projet, au profit d'un autre qui doit passer sous la mer toujours, mais en passant par la Turquie. Les sanctions qui ont adopté les pays de l'Union européenne a fait changer la vie aux autorités russes, et ils ont abandonné ce projet au profit d'un autre projet qu'on appelle Turkish Stream. Ce projet qui était ficelé en 2014 par Poutine avec Erdogan. Voilà, elle devait acheminer de côté pas trop loin d'Istanbul et ensuite à partir de là vers l'Europe. Mais ce projet aussi maintenant, avec ce qui se passe ces derniers moments avec la Russie, avec le problème d'avion qu'il y a eu, vous savez que les Turcs ont abattu un avion pour la frontière, et depuis une tension règne entre Poutine et Erdogan. Et donc ce projet, maintenant, je pense qu'il va être mis en cause également. Il y a un autre projet plus important qui part de Azerbaïdjan et jusqu'à l'Europe. Le 17 mars 2015, à Kars était ficelé ce projet, c'est gazoduc, qu'on appelle gazoduc trans-anatolienne, TANAP. Une fois achevé, ça a été achevé en 2019, va 2000 km acheminera les gaz depuis les gisements de Azerbaïdjan, via bien sûr la Géorgie, ensuite la Serbie. Et ensuite, à partir de là, notre projet qui va être prolongé jusqu'à l'Italie par les gazoducs qu'on appelle Transantap. Voilà ces deux projets qui sont sur la même carte, celle qui part de la Russie et celle qui part de l'Azerbaïdjan, pour transporter les gaz vers l'Union européenne.
l'Union européenne doit s'assurer 20% de leur gaz à partir de ces deux projets et qui vont entrer en vigueur dans les années qui viennent, notamment le TANAP, qui est prévu pour entrer en 2019. Les premiers projets, ce n'est pas certain. Il y a également plusieurs projets pour transporter les gaz de côté, en passant toujours par la Turquie. Erdogan a engagé une fois qu'il est débarrassé d'Assad, avait prévu aussi des projets, des gazoducs partant de Qatar, toujours via la Turquie, pour pouvoir exporter plus près partout dans le monde. Mais ce n'est que des projets, encore une fois. Il y a également, ce ne sont pas des projets, là il y a les oléoducs qui partent d'Irak et qui exportent un petit peu partout dans le monde les pétroles irakiens, ce tuyau, donc qui part de l'Irak et des parties des Kurdes qu'on voit tout à l'heure et qui achemine les pétroles jusqu'à Ceyhan, c'est du côté sud de la Turquie, comme ici, on le voit sur cette carte. Et actuellement, peut-être le gasoil ou l'essence qui est dans votre voiture vient de ce via-là. Il y a également les pétroles d'Irak du Nord, les Kurdes, qui sont exportés depuis 2014. Pour passer vite et arriver aux relations entre la Turquie d'abord et puis les relations entre la Turquie et la France. Vous savez certainement que le souhait des Turcs pour rejoindre les communautés européennes, c'est un projet très ancien. La demande officielle avait été passée auprès avant on appelait Communauté économique européenne en 1987. Et le premier accord, il y a eu en 1963, accord d'Ankara. Dans cet accord, c'était prévu que, à terme, la Turquie devait s'intégrer à l'Union européenne. Donc il y a des mesures de motivation économique. Par exemple, comme vous voyez sur cette carte, en 2012, plus de 75% des investissements en Turquie venaient du côté de l'Union européenne, où se dirigeaient également les 40% des exportations. 40% des exportations de l'Union européenne sont dirigées vers 40% des exportations turques sont dirigées vers l'Union européenne. En 2010, les territoires de l'Union européenne ont accueilli 3 millions, actuellement peut-être un peu plus, il y a 3 millions de personnes sur l'immigration présentes dans l'Union européenne. Ne serait-ce qu'en Allemagne, il y a plus de 1,6 million, peut-être 2 millions. La Turquie, en raison de son héritage byzantin, partagé entre l'Ouest et l'Est, a depuis toujours manifesté cette volonté d'association avec l'Occident. Sa tentative d'entrer dans l'Union européenne était liée au fait qu'une Turquie laïciste et moderne voulait être un exemple d'européanisation. Or, pour beaucoup d'observateurs aujourd'hui, ces dernières années, notamment, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, s'est opéré un renversement d'alliance vers l'Orient et de l'occidentalisation vers, si je veux dire, l'islamisation. L'islamisme de l'AKP éloigne de la Turquie de l'Europe. L'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, à mon avis, c'est peu probable, surtout culturellement, philosophiquement. L'État turc, je pense, je ne dis pas la même chose pour les intellectuels turcs, l'État turc refuse, pour le moment en tout cas, cette épreuve typiquement européen de retour critique vers soi. À certains moments, il faut, je pense, faire cette autocritique et faire de repentance si besoin est, sur l'acceptation d'une mémoire partagée
quant au passé. Et de ce côté-là, malheureusement, la société turque et la diplomatie turque ne bougent pas assez. L'adhésion de ce pays ne passe pas, à mon avis, par une amélioration des cadres politiques ou économiques, mais par une libéralisation des mentalités. Deux mots pour terminer au niveau des relations entre la Turquie et la France. Je dirais que c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets au niveau des relations franco-turques, c'est une longue histoire d'amour. J'ai essayé de m'expliquer. Vous savez, avec les campagnes politiques et médiatiques qui ont été menées ces dernières années, notamment avec Nicolas Sarkozy et Le Pen, la position qu'avait adoptée la France vis-à-vis de problèmes arméniens, vous savez, on peut penser que les Turcs doivent haïr la France par rapport à ces événements que la France a adoptés vis-à-vis des problèmes arméniens, les lois qui ont été votées, tout ce qu'on a entendu, Sarkozy, tout ça. On peut penser que les Turcs doivent haïr la France. Eh bien, je disais, détrompez-vous. Cela va certainement vous étonner, mais les Turcs portent un amour irraisonné pour la France. Car le constat est là, et il s'en appelle. Il y a plus de 100 000 francophones en Turquie, pour un pays dont la langue française n'est pas la langue officielle, et la Turquie est le troisième, le plus grand pays francophone. Et l'amour des Turcs pour la France ne s'arrête pas à la innombrable école et université. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'université francophone où j'ai passé quelques années. Il y a d'autres, bien sûr, lycées francophones dirigés par des membres de l'Église chrétienne, par les curés, si vous voulez. L'amour de Turc pour la France ne s'arrête pas aux innombrables écoles et universités où la langue de Molière est enseignée, mais va bien au-delà et remonte à l'amitié entre François Ier et Sultan Süleyman Magnifique. J'ai noté ici de quoi il s'agit. Vous savez peut-être dans l'histoire, il faut remonter un petit peu dans l'histoire. En 1524, François Ier, après sa défaite face à Charles Quint à Paris, va chercher l'alliance, va avoir le recours des sultans turcs. Il s'adresse donc à l'Empire ottoman à cette époque, et c'est bien sûr Süleyman Magnifique qui va courir au secours à l'aide pour sauver l'Empire, combattre l'Empire germanique et remettre, je dirais, délibérer la France de l'époque. En 1535, la France installe sa première ambassade à Istanbul, avec la signature de même année et l'année suivante de premiers traités, appelés alors la capitulation. Le sultan va accorder sur son territoire des privilèges à la France dans 3 domaines, juridique, commercial et surtout culturel et cultuel, ce qui relève de l'Église. Historiquement, pour les Turcs, la France est aussi le pays des réformes militaires de la comte de Bonneval, qu'on appelle, qui modernise bien sûr l'artillerie ottomane, qui était assez dit le plus remarquable du monde, mais était vieillissant, donc on a fait appel à ce français pour renouveler le comte de Bonneval. Ensuite, les terrains de réforme vont s'accélérer. Il y a ce qu'on appelle le baron de Todt, c'est quelqu'un qu'on appelle hongrois au service de la France et qui va venir mettre tout en Turquie, jusqu'à la Franca qu'on appelle, dans des châteaux, dans les Dolmabahçe par exemple, c'est l'inspiration de la France. Tout ce qui est, c'est une copie conforme du château français de Dolmabahçe d'aujourd'hui. Pour couronner le tout, le français devient en 1834 deuxième langue officielle, la langue du lumière et du romantisme.
Ainsi, les Turcs seront les seuls d'Europe à accueillir favorablement l'annonce de la Révolution française, en brocardant par milliers des cocardes tricolores aux fenêtres d'Istanbul. C'était les périodes, des Selim III. Il était après monté au trône. À cause des alliances avec le révolutionnaire, ce temps, ce qui fera dire de la Turquie et de Robespierre qu'elle est le plus ancien et le plus fidèle ami de la France. Viendra ensuite l'éclatante époque de Tazminat, 1839-1876, dite des réformes, période de réforme, mais là aussi des écrivains, penseurs, philosophes turcs qui vont s'inspirer des révolutions françaises et des Lumières. Je nomme ici Namık Kemal et bien d'autres qui va traduire l'œuvre de Victor Hugo. Il y aura également de Fikret, il y aura Orhan Veli, il y aura traducteur Apollinaire, il y a Nazım Hikmet, connu, qui n'a pas de celui et choisir la France comme exil. Et puis il y a le 14 juillet 1889, les créations du mouvement des jeunes, ce qu'on appelle les jeunes turcs, et qui vont avec Mustafa Kemal, entouré autour de Mustafa Kemal, qui sont, vous savez, les gens turcs, à l'origine de la création de la Turquie d'aujourd'hui. C'est eux qui ont créé leur pensée, leur point de vue, a fait que la Turquie d'aujourd'hui existe. Une date, à elle seule, déjà un symbole, puis 1889, c'est-à-dire 100 ans après, 1789, la Révolution française. Et bien sûr, il y a Mustafa Kemal, épris de Lumière, de Voltaire, de Camille, de Rousseau, de francophones et francophiles, qui imposa d'une main de fer, dans une grande dévolure, la laïcité à la française, que peut-être tout à l'heure, on en parlera dans les questions. Pour terminer, la France, de son côté, bien sûr, montrera des signes d'affection à sa jumelle de Bosphore. De Gaulle va visiter Istanbul et Ankara en 1868. Il va prononcer une allocation en turc qui restera dans le mémoire. Mitterrand affirme en 1992 que la Turquie relève de l'espace européen. L'Europe ne saurait être, je répète, déclaré de Mitterrand, l'Europe ne saurait être limitée par des conceptions géographiques ou des préjugés culturels. C'était l'époque, est-ce que la Turquie a intérêt ou non, est-ce qu'on peut accepter d'entrer en l'Union européenne ou non, c'était une discussion. Ensuite, après Mitterrand, donc c'est Chirac qui va s'isoler, oui, parce qu'il va défendre tout seul l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, qu'il appelle défendre la belle anatolienne. Et ensuite, vous savez, il va y avoir l'arrivée de Sarkozy, et là, c'est la clash, l'erreur historique, et si je dis l'incompréhension. Et enfin, c'est François Hollande qui tente, je dirais, à la fois de manager le chou des chèvres, peut-être on y reviendra demain. Pour terminer donc, l'amour aurait dit, je parle de l'amour entre la France on ne le discute pas. Je vous remercie de votre attention. Voilà une petite carte de la Turquie d'aujourd'hui. J'étais un petit peu long. Non, ça ira. Je vais prendre celui-là. Donc merci pour cet exposé. Personnellement, j'ai beaucoup appris parce que la Turquie n'est pas dans mon domaine de recherche ni de connaissance. Je pense que il va y avoir peut-être un petit peu des questions à ce propos. Et je veux bien passer de passer le micro à la salle. Mais si la salle ne veut pas réagir, je vais poser une petite question avant, pour amorcer un petit peu le mouvement. Alors, effectivement, je crois que à travers l'actualité, la Turquie est au premier plan depuis un petit moment. Et ne serait-ce que... Alors, voilà.
Moi, il y a un petit problème que je voudrais soulever, c'est que, en fait, comme tu l'as exprimé, le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne a débuté en 1999, c'est-à-dire il y a déjà 17 ans. Hein, et sur les 35 chapitres à négocier pour l'adhésion, un seul a abouti. Un seul chapitre en 17 ans. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est que, en tant que candidate à l'Union européenne, la Turquie perçoit des subventions de l'Union européenne. Entre 2002 et 2006, cette aide s'est élevée à 1 milliard 250 millions, hein, 1 milliard 25 250 d'euros. Pour la période 2007-2013, la dotation a été revalorisée pour atteindre 4,9 milliards d'euros. Et le même montant est prévu pour la période 2014-2020. Alors, je pense que ça a été souligné. Je crois que, oui, tout à l'heure, je crois que personne ne croit plus à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Moi, je me pose une question, pourquoi l'Europe continue à financer? Oui, en effet. C'est vrai, ce que tu viens de dire. En 1999, l'Union européenne, le Conseil des ministres de l'Union européenne a accepté la candidature de la Turquie comme peut être membre. Après, il y a une période de préparatifs pour commencement de négociation d'adhésion. Et ça a pris 6 ans, puisque l'AKP est arrivé au pouvoir en 2002, comme je dis, et ensuite il a commencé à faire les réformes imposées par l'Union européenne pour pouvoir commencer aux négociations aux différents 35 chapitres. Et ces réformes ont été faites par et donc l'Union européenne a juste raison à considérer que les processus d'adhésion peut commencer, les négociations d'adhésion peuvent commencer, ce qui était le cas en octobre 2005. Les chiffres dont tu parles, c'est prévu pour tout pays membre, des préadhésions. Il y a des fonds pour ces pays-là, pour préparer leur adhésion totale. Pendant un certain nombre d'années, ils reçoivent des fonds pour pouvoir préparer cette entrée et cette adhésion totale. Dans le cas de la Turquie, effectivement, c'est prévu comme les autres pays membres qui ont été acceptés pour entrer définitivement dans l'Union européenne. Donc, il est prévu des fonds pour ces pays-là. Les questions qui se posent, à partir du moment où la Turquie a une probabilité très faible que soit admise, pourquoi dégager ce fonds? Ça relève de la politique, je dirais. L'Union européenne, à aucun moment, n'a pas dit que la Turquie ne entrera jamais dans l'Union européenne. Ils sont en train de traîner les choses, en quelque sorte. Et donc, ils dégagent le fonds prévu, mais tout en sachant pertinemment, vu ce qui s'est passé ces dernières années, je suis de près, les processus de négociation, il y a pas mal des chapitres, de 35 chapitres qui étaient, à cause de Sarkozy, à cause de Chypre, étaient mis sous scellé, on ne peut pas l'ouvrir parce qu'il y a un veto venant de ces pays-là, et donc on avance très très lentement, très lentement sur cet aspect des choses. C'est pour ça que je ne suis pas très optimiste, je vous ai dit. La seule chose que je voulais exprimer, c'est que est-ce qu'on va continuer à verser des fonds pendant 50 ans, pendant un siècle? Voilà. Sachant que même les Turcs, je pense que la majorité n'ont pas envie d'intégrer l'Union européenne. Et puis tu l'as soulevé, comment pouvoir intégrer un pays qui ne reconnaît pas un membre de l'Union européenne, en l'occurrence Chypre? Ça, c'est un aspect des choses. Oui. Et il y en a un autre qui a été montré sur la carte, c'est les gazoducs et les oléoducs. Donc pourquoi l'Europe essaye d'intégrer la Turquie, essaye d'intégrer l'Ukraine? C'est pour contrôler les tuyaux.
Alors, ils vont peut-être trouver une solution, une façon de contrôler les tuyaux sans intégrer complètement la Turquie dans l'Union européenne. C'est pour ça que je crois qu'ils continueront à donner de l'argent. Vous savez, le fond de problème est là, effectivement. Vu, je vous ai essayé de vous montrer par les transits des énergies, des pétrole et des gaz, la Turquie, vu sa situation géostratégique, elle est exceptionnelle dans le monde. L'Union européenne ne peut pas se passer de la Turquie. Simplement, elle est obligée de l'aménager, je dirais. À la fois, elle n'arrive pas à dire non directement, la preuve que, par exemple, pour le problème des réfugiés, ils sont obligés, de nouveau, les négociations d'adhésion étaient, depuis 5 ou 4 ans maintenant, pratiquement, étaient sous point mort. Ça a été réactivé ces derniers mois parce que l'Union européenne a eu besoin de la Turquie. Pourquoi a eu besoin de la Turquie? Parce qu'il y a un problème des réfugiés à gérer. Et les réfugiés venant dans l'Union européenne viennent de la Turquie. Donc, on est allé voir les autorités turques ces derniers temps, Merkel et d'autres, pour dire voilà, on va vous donner 3 milliards d'euros pour essayer de garder ces émigrés. Ces réfugiés ne nous envoient pas gérer leurs problèmes chez vous. Donc, ils ont besoin, et donc, contrepartie, ils ont dit voilà, on va ouvrir un chapitre de négociation. Et effectivement, ces derniers temps, il y a une ouverture d'un chapitre de négociation. Donc, ceux qui veulent demander non, mais toute cette vision, ce marchandage, moi je trouve que ça ne aboutira pas, c'est un truc circonstanciel, que ça ne doit pas aller trop loin. M. Comte a parlé seulement de subventions que la Turquie touche de la part d'Europe, communauté européenne. Mais après l'entente douanière, il faut voir la balance des paiements, combien le montant par rapport à ce chiffre, c'est au profit de l'Europe ou au détriment de la Turquie, vous qui êtes économiste. Oui, tout à fait. Je vais essayer d'expliciter ce point. Que personne ne donne de l'argent sans contrepartie. Je comprends. Ce de quoi il s'agit que M. Yildiz relève, c'est, vous savez peut-être que l'Union européenne a eu un accord de douanière avec la Turquie. Cet accord est eu en 1995 et est entré en vigueur en 1996. Selon ces accords, les produits industriels, etc., produits agricoles non, les produits industriels peuvent librement, sans douane, sans droit de douane, aller en Turquie. En contrepartie, même chose, bien sûr, la réciprocité est vraie aussi pour les produits industriels qui peuvent venir sur le marché européen. Sauf que dans ces échanges, c'est vrai que ceux qui ont été gagnants, ce sont les Unions européennes. Parce qu'ils ont découvert le marché et ils ont eu la possibilité d'écouler leurs produits sans taxe, sans droit de douane. Et ils ont, dans le côté des balances, été gagnants de ce côté-là. La Turquie aussi était gagnante puisqu'elle a musclé ses entreprises industrielles. Donc, la Turquie, industriellement, grâce à ces échanges, à ces accords, je vous ai parlé tout à l'heure de 40% des produits exportés viennent vers l'Union européenne, exportés par la Turquie. Donc, la Turquie aussi a des gains. C'est vrai que dans le balance, in fine, ce sont l'Union européenne qui était gagnante, puisque normalement, l'union douanière est prévue pour les pré-adhésions. Jusqu'à maintenant, dans aucun cas, il n'y a pas eu d'union douanière avant qu'il y ait entré dans l'Union européenne. Tandis que ça, c'est un cas exceptionnel dans le cas de la Turquie. La Turquie a eu un accord d'union douanière avant qu'il soit admis dans l'Union européenne. Et pour tous les autres cas, l'union douanière était réalisée après qu'ils étaient intégrés dans l'Union européenne. Donc c'est une exception aussi. Mais dans plusieurs domaines, on peut remarquer cet aspect exceptionnel au niveau de relation entre deux. Je voudrais reprendre un petit peu le discours de monsieur. Et effectivement, mais ce que vous voulez dire, à mon avis, c'est la chose suivante, c'est que
d'une certaine manière, il y a entre l'Europe et la Turquie ce qu'on appelle en économie un échange inégal. C'est-à-dire que l'Europe exporte des produits à forte valeur ajoutée vers la Turquie et elle importe des produits à faible valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelait l'échange inégal à l'époque dans le tiers-monde. Mais qui profite de cet échange? Les multinationales. Mais qui paye les subventions? Vous, moi. Voilà. C'est ça le problème. Hein? Je ne dis pas que ce n'est pas une faible compensation, mais les flux vont vers des agents différents, ou proviennent d'agents différents. C'est-à-dire que ce sont les multinationales exportatrices de l'Union européenne qui engrangent les profits, et ce sont les impôts des citoyens qui font les subventions. Les multinationales, ce sont de Total, Dassault. Oui, c'est pas moi. C'est la France. Non, c'est pas la France. C'est la France, après Non. l'État distribue ce revenu. Surtout lorsque les multinationales exportent leurs profits offshore et qu'elles ne sont pas imposées. Alors ça, ça s'appelle pas ça de la distribution. Hein, c'est très faible. Voilà. Il y a d'autres choses. Vous avez vu qu'avec la Turquie déstabilisée, l'Europe aussi devient déstabilisée. Aujourd'hui, Merkel n'allait pas en Turquie aussi souvent. Depuis 4 mois, elle est allée 3 fois en représentant l'Europe. Donc, si la Turquie n'est pas évoluée, stabilisée, même avec cette aide, l'Europe recevrait pas 100 000 Moyen-Orient, de peuples de Moyen-Orient, mais il y aura des réfugiés, 4 millions de réfugiés. Donc aujourd'hui, si la Turquie est déstabilisée, malheureusement à cause de sa frontière. Et la Turquie, c'est un pays tampon pour l'Europe aussi. Il faut penser à notre profit dans ces échanges d'aide à la Turquie. Oui, non, mais c'est votre point de vue, d'une certaine manière. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un veut-il intervenir? Sinon, moi j'ai autre chose. Hein. Merci. J'ai cru comprendre que Mustafa Kemal Atatürk avait réussi, je ne sais pas quelles étaient ses origines, si c'était un militaire, si c'était un stratège, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que prenant le pouvoir, il semblerait qu'il ait réussi à promulguer ou à imposer une forme de laïcité, de vivre ensemble des populations islamiques et d'arriver à faire une paix culturelle dans un pays qui sortait de la misère. Sort de cette expérience, est-ce que les Turcs d'aujourd'hui pourraient être enclins, dans un esprit de projection européenne, à reproduire cette démarche religieuse, philosophique, ou ce qu'on voudra, dans le but d'un rapprochement européen? Et de quel côté va la tendance? Aujourd'hui, en Turquie, que souhaitent les Turcs? Je ne parle plus d'économie là. Je suis en train d'évoquer un vivre ensemble, une paix civile. La question de laïcité en Turquie, c'est une question perpétuelle, vous savez, qui vient chaque fois. Vous savez comment la laïcité était imposée en France? Il y avait une bourgeoisie, la féodalité, donc, qui, avant 1789, débarrassait une pièce de l'Église, et donc, ou de Dieu, si vous voulez, et que c'est grâce à cette classe bourgeoisie qui est née, que la transition a été faite en France. En Turquie, il n'y a pas eu cette période de féodalité. Il y a eu un pays hérité de l'Empire ottoman à 98% musulman,
traditionnaliste, et que, comme je vous ai dit, la laïcité était imposée d'en haut. Et que cette laïcité, au fond, vu la sociologie de la population turque, n'était pas acceptée. Et que ça a été, avec une couvercle dessous, ça passait avec un certain autoritarisme au parti politique, à un seul parti, jusqu'à 1950, ça marchait. On gardait les couvercles, imposer la laïcité, mais à partir des années 50, il y a le multipartisme, et donc à ce moment-là, les religieux commençaient à respirer, à montrer leur existence. Ceux qui étaient endormis, ils sont réveillés, et même ces dernières années, c'est une question de revanche qu'ils sont en train de prendre vis-à-vis de cet esprit laïque qui leur était imposé, qui était marginalisé, ils estimaient, les religieux. Donc il y a toujours ce combat entre les laïcs et les religieux en Turquie. Vous savez, dans un pays à 92% imposer une laïcité, c'est pas chose facile. Le cas de la Turquie, c'est un cas exceptionnel que vous ne pouvez pas trouver nulle part ailleurs dans le monde. Parce que c'était imposé, encore fois, cette laïcité, et d'en haut, en prenant l'exemple de la laïcité française, on a essayé d'imposer ça, mais au fond, la population ne sont pas séculaires. C'est ça, le problème de fond est là. Il est difficile de parler de sécularité dans un pays musulman à 90% des religieux. Donc, d'où cette difficulté de pencher de côté de l'Occident avec, encore une fois, l'aspect laïque. Et ces dernières années, avec l'AKP, on retourne en arrière en quelque sorte. Et c'est ça, je dirais, le drame, pour moi en tout cas, pour la Turquie, c'est que la dimension religieuse est de plus en plus présente dans la vie sociale et politique en Turquie, et plus visible ces dernières années. Et ça ne va pas dans le sens d'occidentalisation de la Turquie. C'est ça qui, malheureusement, il y a cette tendance. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que je dis, je perds de plus en plus mes espoirs de voir un jour, peut-être mes enfants, je ne sais pas, que la Turquie soit intégrée dans l'Union européenne. En tout cas, à très court terme, parce qu'ils sont au pouvoir pour certains temps, mais encore, ils sont depuis 14 ans, je ne sais pas quand ils sont partis, parce que Erdogan a été élu, vous savez, en 2014, et jusqu'à 2019, il est président. Et à très court terme, je ne vois pas vraiment un changement dans le sens contraire à ce que j'ai vécu, et ce que j'ai vu dans ce pays-là, et ce que j'ai vu dans le pays anglophone. Malheureusement, il y a une substitution de l'islamisme avec laïcisme, si je veux dire. On abandonne de côté laïque la dimension religieux dans la vie de tous les jours devient de plus en plus important, et ceci au détriment, encore une fois, de l'aspect laïque. C'est très difficile dans cette société-là de pouvoir avancer de côté de l'aspect laïque de la chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que lorsqu'il y a crise économique et que le dieu consommation ne fonctionne plus, il y a un retour vers le religieux qui s'amorce. Au revoir. Oui. Moi, je ne crois pas que le religieux... Il ne faut pas oublier que la Turquie, à la base, c'est un pays musulman. Et le religieux n'affectant rien, ni l'économique, ni rien. Moi, je crois que c'est un modèle aujourd'hui qui doit être suivi par tous les pays musulmans qui sont en quête de stabilité. J'ai été en Turquie à maintes reprises. Le vivre ensemble, il y est.
je ne vois pas de propagande, voilà, ils ont travaillé à plusieurs niveaux, sur plusieurs secteurs, ça marche bien. Moi je la vois aujourd'hui comme un vrai modèle pour les pays musulmans. Et son alliance, je la vois plus avec les pays musulmans qu'avec l'Europe, parce que l'Europe, elle ne veut pas de la Turquie, parce qu'elle est musulmane, et il ne faut pas se leurrer la face. Voilà, il y a le choc culturel, voilà, il ne faut pas le nier, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Voilà. Tu as remarqué. L'islam modéré, l'islam moderne, c'est pas l'islam modéré. Madame, c'est plus vrai. je ne suis pas contre la dimension religieuse. Moi-même, je suis musulman, j'ai des cultures musulmanes. Ça ne me gêne pas d'être musulman. C'est l'exploitation à caractère politique de l'islam qui pose problème. Et cette exploitation à caractère politique pour garder les pouvoirs est exploitée à 100% en Turquie avec Erdogan et ses membres. J'ai prouvé. Et c'est ça qui pose le problème. Encore une fois, je veux bien pour croire que la société turque soit en harmonie, que vive sans problème. Malheureusement, je suis originaire de ce pays, j'y vais régulièrement. Il y a une dizaine de jours, j'étais à Istanbul. Je vous ai parlé tout à l'heure de polarisation de la société. Le tissu social de la Turquie, aujourd'hui, est complètement paralysé. Il y a plusieurs clans, il y a plusieurs failles qui travaillent la société turque. Je le suis, j'ai écrit des articles là-dessus dans le journal en Turquie. Il y a d'abord les clans entre le sunnisme et l'alénisme, ce qu'on appelle. Ensuite, il y a une autre faille qui est entre les laïcs et non-laïcs. Vous savez. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle les traditionnalistes et kémalisme qu'on appelle. Et même à l'intérieur des clans religieux, il y a des failles, par exemple. Et donc, il y a maintenant, depuis quelques années, ce qu'on appelle le Gülen. C'est une curé ou un prédicateur, quelqu'un de savant, musulman, qui est implanté aux États-Unis. Il est émigré aux États-Unis parce qu'il était poursuivi par les justices turques. Et qui, apparemment, il y a plein de gens qui sont traditionnistes qui derrière ce monsieur. Et que le gouvernement actuel, ils sont contre ce monsieur parce que ce monsieur, apparemment, il a eu avec ses membres qui sont impliqués un petit peu dans toute l'administration de la Turquie, au niveau de la justice, au niveau on se trouve partout, la police, les préfets, on trouve les membres de Gülen. C'est une Jemaat, c'est une communauté. Et qu'apparemment, ils ont essayé de renverser Erdogan avec un poteau de corruption, un événement qui fait. Donc, et maintenant, il y a une position, essayer de chasse aux sorciers vis-à-vis de l'ensemble de ces communautés-là. Qui fait que là aussi, à l'intérieur aussi, alors que ces mêmes personnes ils travaillaient avec Erdogan, ces mêmes personnes-là. Ils étaient avec Erdogan. Maintenant, il y a une faille, un combat acharné, je dirais, entre ces deux partis islamiques. Hein, ce sont les traditionnistes. Et on peut ainsi multiplier les exemples, même au sein de la famille. Et il y a une divergence de points de vue politiques qui fait que les membres de famille ne se parlent pas entre eux. On arrive à tel point. Parce qu'ils ne partagent pas les mêmes aspects philosophiques ou politiques ou religieux, donc, notamment vis-à-vis des positions qui au pouvoir, au AKP ou à Erdogan. Donc, même au sein de la famille ou de proches, il y a eu des dissensions, il y a des problèmes. C'est-à-dire que, encore une fois, le tissu social, malheureusement, ce n'est pas aussi, comme vous avez expliqué, malheureusement, j'ai dit malheureusement, j'espère que ça va changer, mais
À très court terme, je ne sais pas jusqu'à où ça peut aller, cet aspect de polarisation de la société. Je ne pense pas qu'on peut arriver quand même, et notamment avec le problème kurde. Il y a un faille important entre les Kurdes et Kurdes, Turcs et Kurdes. Et ça, c'est très important. Hein. Hier, avant-hier, vous savez, le consulat de Turquie a été attaqué par un petit peu des accès kurdes qui ont monté, descendu le drapeau turc et ils ont mis le drapeau de PKK. Donc, c'est vous dire. Et pourquoi ils font ça? Parce que dans l'est de la Turquie, actuellement, il y a une genre de guerre civile qui se passe et qu'il y a des civils. C'est vrai que l'État turc combat les PKK, les terroristes, c'est l'organisme terroriste. Mais c'est que entre ce combat-là, il y a des civils qui sont morts, des enfants, des familles. Et ils sont obligés de quitter leur maison pour aller ailleurs. Et certains membres de ces communautés-là, vivant ici à Bordeaux, ils voient ce qui se passe là-bas et ils descendent. Ils étaient à l'aéroport devant le truc du Chagrin pour dire assassin Erdogan. Assassin Erdogan. C'est-à-dire Erdogan, il assassine tous les Turcs parce que. Voilà. Donc, et cette tension, notamment entre les Kurdes et Turcs, ça prend vraiment des dimensions assez inquiétantes. J'espère que le pouvoir va se rendre compte et qu'ils vont se mettre à table parce que la guerre, ça aboutit à rien. Bien. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là.